La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. La guerre vue d'ici, vue de la Gaspésie. Félix, pourquoi avoir décidé de faire une série de podcasts sur la participation gaspésienne à la Seconde Guerre mondiale? Je vais essayer de pas tomber dans les clichés, mais j'ai peur. Parce que c'est sûr qu'il y a un devoir de préserver la mémoire de ces Gaspésiens-là qui ont parti d'ici, traversé les océans, pour aller se battre contre l'Allemagne nazie. Il y a quelque chose là-dedans, puis ces vétérans-là sont de moins en moins nombreux, bien sûr. Plus le temps passe, moins ils sont nombreux, hein? Exactement. Malgré il y en a beaucoup qui ont tendance à vivre extrêmement vieux. Je sais pas si c'est comme un dessein de continuer à perpétuer la mémoire de ce que les gens qui restent en parlent beaucoup. Il y a différents médiums qui ont conservé, justement, je vous en parlerai plus longuement, des témoignages des gens. Mais en Gaspésie, on est extrêmement chanceux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des monographies. Donc, qui ont écrit leur histoire à eux par rapport à la guerre. Exactement. C'est souvent pas des gens qui avaient des études très longues, mais qui ont pris quand même la peine de coucher sur papier, d'écrire ce qu'ils avaient vécu. Et c'est extrêmement intéressant. Quels sont les éléments de cette histoire-là dont on va parler dans la série? La première capsule qu'on fait ici, c'est une présentation, mais c'est aussi l'enrôlement. C'est-à-dire comment est-ce que la marche à la guerre et ensuite l'enrôlement. Pourquoi les Gaspésiens vont en si grand nombre se joindre aux forces canadiennes pour aller se battre en Europe. Quels sont les lieux où ils vont aller se battre? Les premiers qui vont avoir leur baptême du feu, ça va être à Hong Kong. Ça va être très, très dur. Ces gens-là vont être prisonniers pendant une très longue période de temps. On va faire une capsule au complet là-dessus. Il y a les gens qui se sont enrôlés, qui se sont expatriés pour aller se battre. Mais il y a les gens qui ont vécu la guerre ici, les Gaspésiens. Ben oui, qui sont restés et qui l'ont vécu quand même d'assez près parce que on peut penser à la guerre du Saint-Laurent, par exemple. Exactement. La bataille du Saint-Laurent va apporter la Deuxième Guerre mondiale directement à nos portes, chose que la Première Guerre mondiale n'avait pas fait du tout, parce que les gens s'étaient en allés dans les tranchées en Europe. C'est une bataille qui est... C'était le terrain plus. Exactement. C'était le début de l'aviation. C'était le début des sous-marins pour la guerre. La technologie n'était pas tout à fait là encore. Fait qu'il allait beaucoup moins loin. C'est une guerre, la Première Guerre mondiale, d'une guerre peu mobile. On parle de... Le front européen a bougé de 50 km en 3 ans, contrairement à la Deuxième Guerre mondiale. La tentative avortée, le débarquement de Dieppe, parce qu'il y a des Gaspésiens qui vont avoir participé à ce débarquement, qui va être un fiasco total, mais qui va préparer pour le vrai débarquement de 44. Il y a aussi des Gaspésiens qui vont aller dans une campagne en Italie. La campagne d'Italie, qui est une campagne aussi très dure. Pourquoi très dure? Le relief italien et aussi les troupes allemandes qui vont être envoyées en Italie. Ça va être des troupes d'élite qui vont combattre les Canadiens. Le débarquement de Normandie. Qui est déjà très célèbre. Et qui va être probablement il y a le plus de Gaspésiens qui vont participer. Mais il faudrait voir au niveau des chiffres parce que à Hong Kong, il y a quand même 200 Gaspésiens qui vont être enrôlés dans le Royal Rifle. Il y a des gens qui, après la guerre, vont être rétroactivement décorés. Recevoir des médailles d'honneur et tout ça? C'est ça. Ils vont devenir des vétérans parce qu'ils vont avoir participé à la bataille du Saint-Laurent dans la marine marchande. Pour le ravitaillement, entre autres. Puis ça, il y en a aussi beaucoup de Gaspésiens. Puis ça, c'est beaucoup plus complexe parce que les gens qui s'enrôlaient pour travailler sur un navire, tu t'enrôlais pas dans ta tête comme un militaire. Oui, puis tu pensais pas aller te battre, évidemment. Exactement, mais tu vas être une cible de choix pour les sous-marins qui sont dans les eaux du Saint-Laurent et aussi sur la côte est américaine. Il y a eu la contribution des femmes aussi pendant la Deuxième Guerre. J'en ai trouvé quand même plusieurs. J'étais extrêmement fier de ces découvertes. Des gens qui se sont enrôlés, qui vont être dans le domaine médical, beaucoup moins... dans les domaines de combat, parce que l'armée canadienne, à l'époque, la seule armée qui avait une participation féminine vraiment importante, c'est l'Union soviétique. Ce qui était un casse-tête pour l'armée allemande, parce qu'ils faisaient des camps de prisonniers pour les deux sexes. Mais on va voir qu'il y a aussi il y a des femmes qui pilotaient des avions. Ça, c'est impressionnant pour l'époque. C'est déjà avoir tes
licence, ce qu'on appelle une licence ou un permis de pilotage, mais en plus de piloter des avions de chasse, et ils feront pas de combat. Mais ils vont servir pour apporter les avions des usines vers les pistes, les aérodromes de bataille. Parce qu'il faut que tu convoies les avions. Mm-hmm. Disons que t'avais besoin de sortir rapidement les avions. Il y a des Gaspésiens qui ont fait les 2 guerres mondiales. La première et la deuxième? C'est peut-être un sujet qui est extrêmement de réflexion parce qu'on pense souvent à la dureté de la guerre. Mm-hmm. Tu te dis pourquoi... Au traumatisme. C'est ça. Et pourquoi ces gens-là vont retourner ou sont réenrôlés à la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup d'eux vont déjà être trop vieux pour être sur les camps, dans les combats, mais ils vont être utilisés à plein de tâches relatives à l'armée. Leur expérience est quand même bénéfique aussi à ce moment-là. Puis des fois, ils ont déjà des grades plus élevés. Ils sont déjà caporal ou sergent, puis ils vont réactiver en étant dans l'armée de réserve ou dans l'armée de terrain au Canada. Un sujet toujours sympathique. Parce que souvent, il y a des gens qui aiment aller à la guerre, mais d'autres qui ne veulent pas y aller. Et c'est ça, il y a des gens qui vont s'enrôler volontairement. Il y a des conscrits que le gouvernement va forcer à s'enrôler, mais il va y avoir aussi les déserteurs. Ceux qui vont se sauver et se cacher. Il y a beaucoup de littérature récente sur le sujet qui va minimiser beaucoup C'est juste parce qu'on a entendu peut-être plus parler que la quantité qu'il y a vraiment eu. Les histoires sont toujours aussi plus rocambolesques, j'imagine. Ouais, exactement. Que si tu t'es enrôlé, tu es allé travailler sur des fermes au Manitoba, comme un Gaspésien qui va avoir dans nos histoires. Oh, une histoire à suivre, ça. Oui. Les néo-gaspésiens et la Deuxième Guerre mondiale. C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui vont venir s'installer ici, qui vont avoir combattu pour d'autres armées, que ce soit l'armée française. Il y a même des gens qui ont subi des sièges en Union soviétique. Toujours surprenant. Et je sais qu'à la mine à Murdochville, il y avait des employés qui avaient été dans les forces de la Wehrmacht, l'armée allemande. Ah ouais. Mais malheureusement, je n'ai pas encore de témoignage. Appel à tous. C'est ça, le message est lancé. Tout à fait. Et finalement, le retour, la dernière capsule, le retour à la vie civile, comment les gens ont vécu ça. Et bien sûr, les stress post-traumatiques, chose qui n'existait pas. Ouais, on le nommait pas comme ça, en tout cas, à l'époque. Il n'y avait aucun suivi psychologique pour les soldats qui revenaient. Là, la question que les auditeurs se posent peut-être, pour ceux qui ne te connaissent pas, Félix Fournier, t'es qui, toi, pour nous parler de ça, de ces sujets-là? Est-ce que t'es expert en quelque chose? Je suis... mon champ d'expertise, c'est l'élimination des Juifs par l'Allemagne nazie. OK, t'as étudié vraiment là-dedans, là. C'est ce que j'ai consacré la plus grande partie de mon parcours scolaire. Et tout ça me vient de mon papa, qui est historien lui aussi, et qui m'a parlé quand j'avais 8 ou 9 ans du fait qu'il y avait eu un homme qui s'appelait Adolf Hitler, qui était à la tête de l'Allemagne et qui avait tué 6 millions de Juifs. Et de mes yeux de 9 ans, regardant mon père et lui demandant pourquoi. Mm-hmm. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais je la cherche encore. Peut-être qu'un jour tu vas la trouver, mais en tout cas, on va s'en poser des questions. On va faire le tour de la question du point de vue gaspésien pendant cette série de podcasts et on va suivre plus spécifiquement aussi au courant de ces histoires-là certains soldats. On parlait des monographies qui ont été écrites. Mm-hmm. Ces gens-là qui ont colligé leur histoire, moi j'ai eu la chance il y a des livres qui ont été publiés comme le livre de M. Ludger Hood, qui était de Petite-Vallée, M. Émilien Dufresne, Carnet d'espoir qui est génial, j'adore, je l'ai lu et relu. Mais j'ai aussi M. Émile Le Seller de L'Anse-Griffon, qui lui a écrit ses mémoires, mais ils ne sont pas publiés. Et la famille m'a passé le livre qui doit faire près de 400 pages. Et c'est précieux, ça. C'est tellement, tellement intéressant, tellement l'émotion d'être dedans. Puis monsieur Le Seller, pour avoir eu la chance d'avoir vu des vidéos sur lui, il parlait de l'histoire de l'Anse-Griffon, c'était une encyclopédie. Puis son livre, c'est chaque page à quelque chose de génial. Et c'est ça qu'on va suivre. On va suivre aussi, on a M. McWhirter, qui est décédé malheureusement et récemment, qui avait fait la campagne de Hong Kong, qui a laissé beaucoup de traces. Et il va y avoir des noms qui vont venir au cours de la série. Mais je pense qu'au courant de cette série-là, on va voir l'importance de laisser sa trace aussi. C'est grâce à ça qu'on est capable de relater l'histoire aussi. Eux avaient sûrement l'impression qu'il y avait un devoir de mémoire. Mon gros cliché.
Mais tu ne peux pas participer à un conflit de cette envergure, je crois, et pas... Si t'as pas été vraiment très traumatisé, parce que j'en ai beaucoup entendu parler de gens qui sont revenus et qui ont jamais redit un mot de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un tiroir qui a été fermé en revenant au pays. Ils ont fermé, ils ont recommencé leur vie, souvent avec des problèmes d'alcoolisme, souvent souffrant beaucoup de ça. Je crois que d'écrire, c'était peut-être très thérapeutique. Parce que ces gens-là vont jamais vraiment s'en sortir. J'ai entendu parler d'un monsieur, merci à Tom Eden, le nom m'échappe, mais qui a fait la bataille d'Hong Kong, justement, et qui il disait, il rêve encore à ça, le monsieur à 96 ans. Les images sont tellement imprégnées dans la tête que, je sais pas, là, on est à combien d'années exactement après la Deuxième Guerre, mais après tout ce temps-là, c'est encore marqué dans les rêves et dans le subconscient. Ça va faire 81 ans. Tu es meilleur en chiffres que moi. C'est bon pour un historien. D'ailleurs, si on se concentre sur le programme principal de notre épisode de la guerre vue d'ici pour aujourd'hui, on va parler d'enrôlement. Pourquoi les Gaspésiens avaient autant là, d'engouement pour cette guerre-là? C'est un grand mystère. Ben, on a des pistes de réponse, mais on n'a pas une tradition guerrière en Gaspésie. Non, on est quand même assez pacifique comme peuple. Nous sommes peu. Ça explique la chose. Ça explique déjà ce qu'on avait eu. On avait vu la guerre dans les générations passées, comme Phipps en 1690 qui était passé. Wolfe qui va brûler... les plaines d'Abraham. Qui va se battre, mais avant, il va faire le tour de la Gaspésie, il va brûler à peu près tous les postes de pêche. Ah ouais. Parce qu'il veut affamer Québec. Et on est la porte d'entrée. Une très grande partie de la morue qui était pêchée en Gaspésie était exportée, était apportée sur le marché de Québec. Il savait où était la nourriture et comment affaiblir Québec. Et il va ensuite, d'ailleurs, l'année suivante, brûler une partie de la côte du Sud, Montmagny, qui était un peu la partie agraire de la Nouvelle-France. Les rebelles américains, c'est que durant la guerre d'indépendance américaine, le Canada existe pas, il est vraiment juste une colonie britannique. Et ils vont faire des expéditions d'attaque qui vont être semi-commerciales, parce qu'ils vont voler des bateaux. Ils vont même essayer de prendre prisonnier le seul, l'unique Charles Robin. Oh oui, c'est quand même un nom important à cette époque-là. Exactement, pour l'apporter. Il va se sauver dans le bois, il va se sauver des... Tel un Robin des Bois. Et il va avoir une des premières guerres que le Canada va participer en tant que nation, c'est la guerre des Boers. Et il y a quelques personnes. La guerre des Boers, c'est une guerre en Afrique du Sud. C'était contre les Afrikaners, les Hollandais, et pour l'installation des Anglo-Saxons, les Anglais, en Afrique du Sud. Il y a d'ailleurs à la Légion, au musée de la Légion, un magnifique uniforme de la guerre des Boers. Je pensais jamais voir ça à Gaspé. Pour ce qui est de la Première Guerre mondiale, pour l'enrôlement, il y a encore beaucoup de gens qui viennent de Jersey et Guernsey, les îles anglo-normandes. Eux, leur père ou leur mère ont encore la nationalité britannique. Fait que quand la Première Guerre mondiale éclate, qu'est-ce qui arrive? C'est que eux, ils vont aller défendre la mère patrie. Il y a encore cet attachement-là. Parce que ils sont, comme leur père est britannique. Ils ont la double nationalité, ce qui est beaucoup plus nébuleux à l'époque des nationalités qu'actuellement, parce que tu as un passeport qui définit bien. Puis, les Gaspésiens qui, eux, sont francophones et qui ont peu fait la guerre, entendent parler de ces gens-là qui ont été en Europe avant. Puis, il y a comme un intérêt sûrement au niveau du voyage. Ça ressort souvent dans l'enrôlement. OK, c'est peut-être pas la meilleure façon de voyager. C'était pas un voyage de plaisance, disons. Non, mais c'est ça, je me souviens de mon oncle Firmin Fournier de Grande-Vallée, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, puis qui me disait, je voyais l'avenir en tant que pêcheur comme mon père et mon grand-père, et que c'était probablement la seule occasion de voir du pays. Quand même. Il me disait ces mots et j'avais la difficulté à les incorporer parce que je me disais... Tu risques ta vie. Oui, c'est ça. C'est pas un voyage de plaisance dans le Sud. On s'entend. Mais même lui, même oncle Firmin, qui voulait voir du pays, avait eu 4 de ses oncles qui avaient fait la Première Guerre mondiale. Et c'est 4 de mes grands-oncles qui ont fait, et c'était Philippe Fournier, Willy Fournier, Yvon et Cyrios Fournier. Ils se sont enrôlés, il y en a un qui est décédé, il y en a un qui s'est fait blesser, puis les deux sont revenus. Et c'est pas parce qu'il y avait une tradition militaire dans la famille. Contexte économique.
C'est d'ailleurs la Première Guerre mondiale là, qui a favorisé aussi le recrutement pour